Je vous salue tous. Amis, chers investisseurs et distingués partenaires, je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui avec vous, comme toujours, Fyodor Konstantinov et moi aussi, Gennady Babanin. Je vais apparaître plus souvent dans les webinaires, les enregistrements vidéo, les clips. C'est pourquoi nous nous verrons très certainement plus souvent. Amis, l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui est de faire un bilan, de parler des dernières nouvelles, de ce que l'équipe a fait, et de discuter en général des événements intéressants qui se sont déroulés dans le projet. Fyodor, salut. J'aimerais commencer par le fait que nous avons lancé un appareil stratosphérique dans la ville de Kirjach. Peux-tu nous dire exactement quel était le numéro de ce lancement? Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant sur le site? Le 4e ou le 5e peut-être, il me semble, probablement. Oui, encore une fois, bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les nouvelles. Prenons un moment pour mettre quelques likes. Cela aide vraiment à soutenir le créateur et montre que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Tout le monde nous entend, nous a certainement encore vu. Le son est vraiment très bon. Oui, et il y a 2 semaines déjà, pratiquement, littéralement, c'était en fait notre lancement stratosphérique. Beaucoup de personnes l'ont vu et ont très activement suivi. Oui, il y avait une super activité dans le chat, merci à tous. En termes de numéros, quel lancement était-ce? Notre premier lancement était avec une sonde en latex, sur un ballon en latex. C'était un lancement de pointe, nous en avons fait 2 comme celui-ci. Après cela, nous avons eu 3 lancements d'usine, qui étaient également de pointe, c'est-à-dire lorsque l'appareil monte, atteint une certaine altitude, et redescend immédiatement, mais cette fois avec nos propres enveloppes, pas en latex, mais celles que nous avons fabriquées nous-mêmes. Et le 4e était conditionnellement validé, que nous avons diffusé en ligne, dans le chat et sur les réseaux sociaux. Je l'ai certainement aussi suivi. Oui, bien sûr, c'est le 6e. Ah, le dernier, c'est le 6e. J'y étais aussi d'ailleurs, si tu te souviens. J'ai beaucoup aimé être présent, être directement sur le lieu des événements. Je sais que Baumanka était également présente. Elle a participé au lancement de notre appareil stratosphérique. Quel rôle les gars ont-ils joué là-bas? Quels travaux ont-ils effectués? Oui, bien sûr. Bomanka était là. Nous avons rencontré Arkady lors d'un webinaire, nous avons fait connaissance. Ils sont les principaux sous-traitants pour la maîtrise du processus technologique de production des enveloppes porteuses. En gros, pour la société Aeronova, lors de ce lancement, ils ont confirmé par une expérience réelle que le processus technologique a été maîtrisé jusqu'à la création de telles enveloppes. Autant que je sache, en fait, ils lancent aussi des appareils stratosphériques depuis peu. Bomanka elle-même, oui, depuis peu. L'année dernière, ils ont lancé leur tout premier, il était sur une enveloppe achetée il y a quelques instants. Ils l'ont lancé à Dolgoprudny, il a volé de la région de Moscou jusqu'au Baïkal. Cela est devenu un record de Russie, et maintenant, de facto, le record est déjà à nous. Génial. Et au moment où Aeronova a également formulé une demande similaire pour lancer des aérostats et des stratosphères, naturellement et certainement, ils ont soutenu cette idée avec enthousiasme. En général, oui, c'était certainement une initiative de leur part. Arkady a vraiment bien fait, il mérite absolument un immense respect pour cela. Nous, en tant que société innovante et dynamique Aeronova, en tant que projet institutionnel de l'État pour cette génération, avons des ressources. Et naturellement, nous devons unir nos efforts et le faire ensemble de manière plus efficace. D'accord, en synergie. Oui, Et quels objectifs vous étiez-vous fixés avant le lancement? Dans quelle mesure les avez-vous atteints? Comment peut-on évaluer cela? beaucoup ont entendu, su et écrit et ont déjà raconté que nous avions certainement l'intention de faire le tour du monde, oui, de lancer une sonde. En général, le voyage autour du monde était absolument un produit ordinaire. Le but des tests, le test de l'enveloppe, qu'elle dure plusieurs jours, quelques jours. Nous avions des contrats qui stipulaient à partir de 4 jours. Nous avions prévu, comme dans le contrat, d'abord le contrat, puis le cahier des charges. Et en général, tout cela se transforme en R&D.
une tonne de documentation technique. Nous avions prévu qu'elle navigue à partir de 4 jours. Et pendant ce temps, nous devions mesurer qu'il n'y avait pas de fuite d'hélium, en fait. En gros. Et c'est précisément la preuve que nous avons réussi à souder correctement l'enveloppe. Et oui, nous voulions également participer à un tour du monde en parallèle. Car à l'époque, c'était un vortex annulaire. D'ailleurs, oui, maintenant, hélas, il semble qu'il se soit dissipé. Autant que je sache, il nous a manqué un petit peu, oui, pour y parvenir. Oui, si nous avions fait le tour du monde comme prévu, alors nous aurions volontiers postulé pour le record de Russie. Parce que... Nous pouvions le faire et en fait, nous le ferons. Oui, il y a des commentaires des gars disant qu'ils ont failli devenir sourds à cause de l'intro et qu'on nous entend murmurer merveilleux. Oui, et Nous avons failli y arriver, oui, mais c'est aussi, oui, tout était écrit dans le chat, il nous manquait 300 km pour atteindre le pôle. Le courant stratosphérique s'est ainsi déplacé vers l'Europe de l'Ouest. Nous avons survolé à environ 300 km du pôle Nord. En gros, il y a maintenant un grand rapport. Le publier si c'est nécessaire ou non. Il y a 2 facteurs qui ont pu influencer le fait qu'il a ensuite longé les côtes du Groenland et a presque immédiatement commencé à descendre. Avec le coucher du soleil, il est monté à un niveau bien supérieur à celui prévu. Ce que nous avons, c'est en fait un point. Les données indiquent 24,5 km. Elles nous parviennent par intervalle de 10 minutes. Il est fort probable qu'il soit monté plus haut. Il est tout à fait possible que les soudures se soient légèrement desserrées. Elles devaient le faire, oui, à une telle altitude. Cela a de nouveau confirmé nos calculs, et c'est bien. Et le gaz, il semble qu'a commencé à fuir. Le soleil s'est couché lentement mais sûrement, et nous avons améri. La question est pourquoi nous avons été emmenés si haut, et c'est tout. alors on passe, alors vous maintenez la tension au maximum. La question, comment cela s'appelle-t-il? Le soupçon que la bouteille de ballast à haute pression ait pu tout de même libérer un peu d'air, c'est pourquoi il est monté si haut à un tel niveau. Pourquoi cela s'est-il produit? C'est peut-être difficile à dire. Il y a un peu trop peu de données pour certainement comprendre le tableau objectif. Oui, et avec les prochains lancements, nous devons corriger cela. Autant que je sache, les prochains lancements sont déjà planifiés, plusieurs sondes consécutives à intervalles, avec plus de télémétrie, avec plus de données pour comprendre comment ils se comportent, là-bas. Oui, nous allons lancer 4 sondes à la fois. 2 d'entre elles auront un système de maintien d'altitude amélioré avec une seule sphère pneumatique de ballast. Sur les 2 autres ballons, il y aura ainsi que la prochaine modification. Il y aura quelques 2 sphères, ce qui le rendra plus maniable. En gros, un peu plus tard, nous demanderons à Dmitri Khmel de tout expliquer en détail, mais en général, 2 sphères sont nécessaires pour ne pas descendre en dessous d'une certaine altitude et ne pas dépasser une certaine altitude. Mais en même temps, le couloir s'élargit considérablement, le couloir d'altitude. Si avec une sphère, nous devions théoriquement naviguer entre 15 et 20 km, donc avec une altitude de 5 km, ici nous pouvons aller de 10 à 15. Nous lui définissons une certaine plage dans laquelle il évoluera. Oui, et ainsi, nous prévoyons de lancer 2 ballons avec certains paramètres et 2 avec d'autres dans un avenir proche, en plus de vérifier que les enveloppes sortent avec une qualité constante. C'est très important pour que la répétabilité des principales enveloppes porteuses soit assurée. Quant à la télémétrie, aux charges utiles et tout le reste, ici nous allons probablement utiliser des versions simplifiées, car il y en a immédiatement 4. Il est peu probable que nous lancions avec un équipement sérieux. Peut-être que nous mettrons quelque chose sur l'un d'eux. Ce que nous voulions installer, c'est en fait mesurer le rayonnement infrarouge de la surface de la Terre. Parce que nous avons remarqué des anomalies très intéressantes, et précisément que nous comprenions généralement auparavant,
Mais nous n'avions pas prévu leur taille. Le passage au-dessus de l'Ienisseï a indiqué sur le diagramme que nous avons beaucoup baissé au-dessus de l'Ienisseï, puis sommes remontés. C'est une chose, et ensuite, lorsque nous avons quitté le continent en Russie, au-dessus de la mer des Laptev, il semble que nous ayons également beaucoup baissé au-dessus de l'eau. C'était en quelque sorte une sorte de découverte pour nous, disons-le ainsi. Nous avons mieux compris qu'elle se comporte différemment là-bas. Elle n'aurait pas dû baisser autant, mais en fait, il y avait une anomalie très intéressante au-dessus de l'Ienisseï, et il faut en général mesurer tout le rayonnement infrarouge thermique de la surface. Peut-être que nous équiperons l'un des ballons avec un tel équipement, peut-être que lors du prochain lancement, nous ferons quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire nous devons maintenant en fait rassembler un peu de données sur le rayonnement infrarouge, précisément. Et au-dessus du Groenland, lorsque nous avons survolé, on pouvait également voir que nous suivions d'abord un certain niveau, et quand il s'est approché de la côte, ici, il s'est immédiatement élevé, comme s'il avait décollé de l'eau. Assez fortement, très haut, et bien sûr nous avons déjà étudié tout cela dans les modèles mathématiques détaillés, mais ce serait bien de mesurer encore plus afin que... Je pense que nous rattraperons cela certainement lors des prochains lancements. Les niveaux, oui, de radiation, vous comprenez ? Fédia, nous les lançons si souvent en grand nombre, j'ai une question principale. À qui cela est-il nécessaire? Où cela sera-t-il utilisé? À qui cela peut-il intéresser? Comment cela pourra-t-il être monétisé? Peut-être y a-t-il eu des réunions? À qui cela intéresse-t-il déjà aujourd'hui? Il y en a eu, par exemple, auxquelles tu as certainement participé. En général, on peut répéter à l'infini que les sondes stratosphériques peuvent à l'avenir effectuer le même travail que les satellites spatiaux. Seulement, déployer ce système peut certainement se faire de manière plus rapide et à moindre coût. Oui, il est absolument nécessaire de lancer le processus d'évolution de cette technologie. Actuellement, elle est à son stade initial. L'Europe a une bonne expérience, l'Amérique a une bonne expérience. Quant à la Russie, nous acquérons cette expérience à partir de zéro, on peut dire. Il est clair qu'il existe théoriquement. L'expérience des générations passées est certainement enregistrée, mais c'est précisément cette équipe opérationnelle qui le fera à l'avenir, que nous rassemblons actuellement. Après tout, en fin de compte, les gens sont des gens participant continuellement à un certain processus. Oui, en réalité, cela existe. La demande est en réalité très forte. La demande pour ces pseudo-satellites, oui, est grande dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, nous avons eu des collègues de l'Observatoire aérologique central. Oui, yes. Sous l'Union soviétique, c'était une machine très puissante. Ils lançaient leurs propres sondes, dérivant longtemps et de type guirlande, avec jusqu'à 300 ballons en guirlande. En gros, ils étudiaient l'atmosphère. Maintenant, ils viennent pas nous voir et disent « Après les gars, vous faites une bonne chose ». Une chose nécessaire, soyons amis, oui. Mais ce n'est pas tant pour être amis, en réalité, ils se concentrent aujourd'hui davantage sur les tâches qu'il faut résoudre actuellement, en fait. C'est la tropopause, c'est entre 12 et 15 km, en gros. Il y a la troposphère, la stratosphère, et au milieu, il y a quelque chose où il est nécessaire de rester en suspension et de collecter beaucoup de données. C'est très intéressant pour eux en ce moment. Et c'est, comme il l'a dit, une gamme d'altitude qu'il leur est assez difficile d'étudier actuellement. Il y a un avion qui peut le faire, mais il est très coûteux à utiliser. En gros, nos stratosphères sont l'une des solutions. Oui, et la principale exigence est que le stratosphère, en étant dans cette tropopause, navigue périodiquement dans la stratosphère et dans la troposphère. Assurément. Eh bien, nous, en quelque sorte, lors de ces 4 lancements, lors du lancement de 4 appareils à la fois, nous allons tester ce système dont ils ont besoin, précisément pour le changement d'altitude. Donc voilà, en fait, ils sont nécessaires pour la science et pour la communication. Ils sont de manière précise, certainement nécessaires. Et les opérateurs de communication souhaitent mettre en place des constellations stratosphériques de manière efficace pour la route maritime du Nord. Des structures claires et précises
pour ceux qui ont besoin de mettre en œuvre rapidement et efficacement des communications sur une région spécifique à certaines fréquences conditionnelles. La surveillance est également très importante, voire essentielle, pour le même ministère des situations d'urgence, pour observer les incendies, etc. Il y a vraiment beaucoup de directions. Comme pour les satellites, oui, un grand nombre. La question est certainement seulement de créer une série de ces systèmes avec un ensemble de qualités essentiellement nécessaires pour... Pour tâches spécifiques. Bien sûr, évidemment. Alors, je pense que nous inviterons certainement un jour Dimitri Sergueyevitch et nous approfondirons très certainement ce sujet très intéressant. Je pense que tout le monde attend avec impatience des nouvelles et des détails sur la façon dont se déroule la préparation du premier dirigeable que nous prévoyons de lancer, le Nova 01. D'après ce que je sais, 95% de toutes les pièces détachées sont déjà en notre possession. Il y a plus de détails, comme quand l'assemblage aura lieu, les essais au sol, et quand, en fait, nous pourrons le voir déjà dans le ciel. C'est exact. Nos calendriers se sont synchronisés pour les délais. Nous avions promis de lancer un ballon stratosphérique avant le nouvel an. Un ballon à longue dérive et un drone, à peu près au même endroit. Maintenant, Vadim Zubkevitch est prudent lorsqu'il annonce les délais. Nous avons déjà assemblé la gondole, nous l'avons suspendue. On ne peut pas encore l'appeler une gondole, c'est pour l'instant le cadre de la gondole. Il est évident que nous avons certainement installé les moteurs de croisière, ainsi que l'ordinateur de bord. Actuellement, les coques sont en cours de fabrication et c'est ce qui manque, ce que l'on appelle les 5% manquants. Oui, l'enveloppe. Nous avons certainement fabriqué la première enveloppe pour le dirigeable. On peut applaudir. Il y a 2 jours. Bekishev a appelé, vous avez vu la vidéo avec lui. Il l'a faite comme si c'était pour lui. Il a tout photographié. Elle est dans une housse spéciale, dans un sac. Le sac est assez petit, à peu près de cette taille, mais au final, il fera 17 mètres de long et un peu plus de 3 mètres de diamètre. Et il attend son heure? Il attend les tests. Il faut effectuer des tests d'étanchéité et de résistance. C'est le premier test. Ces enveloppes seront prêtes lundi. Déjà ce lundi? Oui, nous terminons actuellement en ce moment l'achat des matériaux nécessaires et essentiels, disons, pour les tests et évaluations. Mais là, nous avons déjà choisi un local. Il y fera chaud, lumineux, et nous aurons suffisamment d'espace. Il y a un sol propre d'une certaine classe de propreté, mais nous devons quand même mettre une surface douce sous tout cela, des manches spéciales par lesquelles nous allons en fait faire passer l'air. En gros, toutes sortes de petits détails, il y en a beaucoup. Une très grande liste. Pour vendredi, toute cette liste sera prêt? Déjà dans ce bureau, oui, et à partir de lundi, nous commencerons certainement à remplir l'enveloppe. Et en effet, commence un cycle de tests de 4 jours. C'est bien sûr l'étanchéité, la résistance. Si tout va bien, l'enveloppe ne fuit pas, elle reste stable sous pression. Désolé. Allons-nous la remplir d'air ou d'hélium? Pour l'instant, juste avec de l'air. Évidemment, si tout va bien, le 2e jour, nous y installons déjà nos systèmes prêts à être installés, comme par exemple les systèmes air-gaz, les ventilateurs, les vannes, et nous commençons déjà à les tester. Leur performance, à quelle vitesse nous pouvons remplir les ballonnets, régler les vannes. Ils doivent, à certaines pressions, évacuer l'air des ballonnets, et de même, à une certaine pression, la vanne doit également évacuer de l'enveloppe gazeuse. Nous commençons à tester tout cela. Bien sûr, tous les tests sont effectués via l'ordinateur et tout est enregistré. En gros, nous faisons tout correctement. Nous finissons à assembler la nacelle. Le 3e jour, oui. Nous assemblons déjà le corps avec la nacelle. Nous installons tout sur la nacelle. Nous mettons en place l'empennage. Nous activons l'ordinateur. Nous vérifions le système de contrôle. Que tout fonctionne, que tout est connecté. Le dirigeable sera visible en entier la semaine prochaine. Image ? Et à condition que tous les systèmes soient en bon état, fonctionnent correctement,
nous le dégonflons, et peut-on dire que dans une semaine, nous tenterons possiblement, certainement et sans aucun doute, le tout premier vol, ou quand est-ce que cela est absolument prévu? Maintenant, Vadim Zubkevich dit à partir du moment où nous allons, de lundi à vendredi, effectuer ce cycle de tests sur lui. Tout dépend de la façon dont ces tests se dérouleront. Oui, nous avons encore besoin d'une semaine pour les tests au sol. Là, ce sera plus une question de logiciel, en gros. Oui, encore une semaine pour le logiciel, en gros. Et donc la semaine prochaine, nous volerons. Cela signifie qu'une semaine est consacrée aux tests mécaniques conditionnels. Au sol, oui. Oui, la deuxième semaine, test logiciel. La troisième semaine, on décolle. Je pense qu'il vaut mieux ne pas se précipiter, mais s'assurer que tout fonctionne, et que nous puissions voler bientôt. Y a-t-il autre chose à ajouter concernant le 01, notre nouveau dirigeable? Bien sûr, c'est certainement possible. Nous avons des tissus qui vont encore à plusieurs nova. Oui, nous aurons certainement quelques légères modifications. Ce que Beikishov nous a fabriqué maintenant, en fait, il l'a fabriqué à partir du tissu qu'il avait. En réalité, il l'a collé. Le tissu ne convenait pas pour la soudure, en fait. Il a assez bien maîtrisé ce processus avec ce tissu assez bien. Et en général, il n'y a absolument aucun doute sur sa solidité et son étanchéité. Voilà. Mais tout de même, lorsque le tissu est soudé, c'est certainement beaucoup plus solide, plus fiable, et le tissu lui-même est en effet plus solide et plus fiable. Nous avons simplement décidé d'accélérer avec cette solution en toute confiance et sans hésitation. Tout a fonctionné. Le tissu sera différent. Oui, pour plusieurs appareils à la fois, et nous allons produire plusieurs modifications. La Nova 01 que nous assemblons actuellement en cours, je le répète encore une fois, est une copie de la Nova 2. Les moteurs sont en gros à peu près aux mêmes endroits, rotatifs, et la poussée correspond parfaitement aux résistances aérodynamiques. Ce ne sont pas des moteurs optimaux, ni des hélices optimales, rien n'est optimal pour la Nova 01, mais cela reproduit la Nova 2 pour tester tous les modèles dynamiques afin que notre pilote automatique soit déjà prêt pour la Nova 2. Et quand nous l'aurons soigneusement testé sur cette incroyable Nova 01, il sera enfin prêt pour cela. Mais nous allons certainement créer une Nova 01 plus optimale, car elle a tout de même suscité l'intérêt de certaines personnes qui souhaitent possiblement l'utiliser comme publicité, comme drone publicitaire. Après tout, c'est un dirigeable de 17 mètres. Nous en fabriquerons quelques-uns, ils seront destinés au commerce. C'est très symbolique, car initialement nous avions prévu de créer une Nova 2 de 2000 m3, mais pour tester et expérimenter, nous avons décidé de faire une plus petite Nova 01. Et il s'est avéré qu'il y a même une demande assez importante pour ces petits dirigeables sans pilote, qui peuvent déjà, en fait, accomplir certaines tâches. Oui, c'était prévisible. Tout dirigeable qui s'élève dans les airs se vend de lui-même. Les premiers exemplaires partiront comme des petits pains, peu importe comment tu les fais. Oui, ensuite les gens commenceront à choisir. Pourquoi celui-ci? Mais le premier dirigeable, bien sûr, se vendra tout seul. Oui, au minimum, c'est vraiment certainement de la publicité. Il attire et enchante vraiment les cœurs. Évidemment, donc oui, ils ne sont pas seulement publicitaires, ils sont aussi intéressants en tant que drones qui peuvent transporter une charge utile de 20 à 50 kg, rester en vol stationnaire pendant une journée, patrouiller et être dans une zone spécifique. Il y a, comme je l'ai déjà dit, non seulement eux, mais également plusieurs autres parties intéressées à ce que j'ai mentionné précédemment, afin de mener des expériences conjointes. Ils souhaitent attacher leur charge utile à ce drone spécifique. Démontrer que c'est possible, et à l'avenir, il est très probablement certain, je suis presque sûr, oui, qu'il y aura une production en série, une vente, une exploitation. Certainement, nous verrons. Concernant le Nova 01, et le Nova 01 n'est pas seulement fabriqué dans la modification classique, il est aussi, comme tu le sais, fabriqué dans la modification néoclassique. Ensuite, il y a un processus avec un décalage. Un peu plus tard, nous verrons l'apparence lorsque les mêmes 130 mètres cubes de volume, par exemple, si 130 mètres cubes de volume dans la version classique peuvent soulever 20 kg, hypothétiquement.
Nous ne pouvons rien dire de précis sans essai sur la charge utile, mais le néoclassique pourrait soulever 50-60 kg, et peut-être même jusqu'à 70 kg, nous verrons. Elle est hybride, oui, elle utilisera également l'aérodynamique, bien sûr, et certainement sans la possibilité de passer en vol stationnaire équilibré, où tout est éteint et il reste en suspension. En effet, cela ne sera pas possible avec lui, il aura besoin d'une vitesse minimale, mais la vitesse sera si minimale qu'il pourra accomplir la même tâche pendant une journée entière, en emportant une charge utile beaucoup plus importante. Nous verrons. Mais pour eux, le tissu est certainement en route. C'est une initiative personnelle de Dmitri Sergeyevitch Kmel. Ce n'est pas vraiment son initiative personnelle. Dmitri Sergeyevitch Kmel est tout d'abord notre responsable scientifique, et ensuite c'est tout de même le département des types généraux, comme on l'appelle, les concepteurs. Toute sa carrière dans l'aérostation, il a été concepteur, et c'est précisément le concepteur qui définit les apparences extérieures, les configurations. En gros, il crée le concept du dirigeable. Et il a déjà fait tellement de choses qu'il est arrivé à cette fameuse solution en or. Enfin, selon lui, bien sûr, nous vérifierons certainement. Mais comme toujours, les ingénieurs en chef ou les propriétaires d'entreprises ont leur propre vision de la façon dont cela devrait être. Dmitri Sergeyevitch, nous ne ferons pas comme ça. Mais ici, nous avons dit, nous le ferons. Créé, oui. J'ai juste passé la dernière semaine ici au bureau et j'ai vu que Dmitri Sergeyevitch a une passion particulière pour cela, un amour. On a l'impression qu'on ne lui a pas permis de s'épanouir dans cette direction. Et ici, chez Aeronova, non seulement ils l'ont soutenu, mais ils l'aident aussi à se développer, et nous allons même essayer de tels modèles. Eh bien, naturellement, nous allons construire tout ce qui sera efficace et nécessaire. J'ai déjà mentionné que les entreprises modernes qui travaillent sur les dirigeables s'obstinent, pour une raison quelconque, à une seule forme, à une seule taille. Certainement. C'est absurde. Une machine peut avoir une infinité de formes. Là, c'est pareil pour une roue, la même machine que tu conduis. Ensuite, il y a la moto, puis le Kamaz à 4 roues, le Belaz. Pour différentes tâches, pour différentes demandes. Exactement. Et la technologie aérostatique peut aussi être très polyvalente. Je suis pour que... Famille et proches. Pas vraiment une famille. Ne pas limiter, mais la conscience des concepteurs. Conditionnellement, au contraire, même l'élargir avec quelque chose, certainement. C'était vraiment extraordinaire à l'époque que les gens écrivaient des idées originales et cela a vraiment aidé avec des idées fraîches et un regard neuf. De plus, les générations changent constamment. Tout change donc, il faut accélérer le processus. D'accord, oui. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, si la direction des dirigeables Nova 2 se développe dans ce sens? Avançons-nous d'une manière ou d'une autre? Je sais que nous avançons, donc j'aimerais aussi en parler lors du webinaire d'aujourd'hui. Ce que tu sais, raconte-le. Je sais que nous avons déjà approuvé le design de la gondole pour le Nova 2, certainement. Nous avons des travaux en commun avec ceux qui s'occupent de la gondole. On ne peut tout simplement pas les nommer. Pourquoi pas? Nous les appelons les employés de l'Institut d'aviation de Moscou. On ne peut pas dire que c'est directement l'Institut d'aviation de Moscou. Des employés y travaillent. Oui, mais il y a une entreprise qui fait une commande et nous avons passé la première étape. La première étape est le projet préliminaire. Il y avait beaucoup de travaux inclus dans cette étape, à commencer par la présentation de plusieurs designs, dont l'un que j'ai partagé dans le chat. Les autres ne m'ont pas vraiment plu. Comme je l'ai compris, le designer lui-même a créé cette merveille. Nous avons d'ailleurs choisi l'une des options en disant « Ajoute quelques solutions d'ici à là ». Nous ne montrerons probablement pas, cela n'a pas vraiment de sens. En gros, avec le projet préliminaire, il y avait plusieurs projets de design et en plus, nous avons créé cet environnement unique de gestion documentaire.
Tout cela a été encadré par des normes, car il y aura un nombre incroyable de dessins. Il est donc nécessaire de tout structurer correctement, d'archiver les versions, les accès, tout cela. En plus, nous avons certainement formé cette base à partir de ces exigences techniques, et précisément, n'est-ce pas, de manière détaillée? Oui. À quoi tout cela doit-il correspondre? Est-ce que ce sera une gondole conforme aux normes, aux conditions d'aptitude, sous un certificat de type, ou est-ce que ce sera finalement un exemplaire unique? J'insistais que ce serait un unique, car il y aura un nombre infini de modifications. Pas besoin de s'engager strictement dans la certification de type pour le moment. De plus, après avoir discuté avec des personnes sur ce marché, en général, obtenir un certificat de type dans notre pays, si quelqu'un l'obtient prochainement, ce sera certainement comme un miracle. Donc, pour l'instant, nous avançons actuellement de manière tranquille. Avec des exemplaires uniques, nous nous rapprochons du certificat de type dans un avenir proche, mais pas avec le premier dirigeable, bien sûr. Il n'y a absolument aucun sens à cela. Cela ne fera que prolonger le processus en termes de temps. Cela nous sera 5 fois plus difficile à réaliser et plus coûteux. Et cela n'aura absolument aucun sens, car je suis sûr à 1000% qu'il y aura une infinité de gondoles. Encore une fois, nous n'avons pas besoin de dépenser autant d'efforts et de temps sur une seule option. Nous devons rapidement nous diriger vers un grand appareil sérieux. Néanmoins, le travail avance. Nous avons rencontré les employés au moins 2 fois en une semaine, discuté, corrigé, modifié, et le travail progresse activement. Oui, et en lien avec le fait que nous avons finalement terminé le projet préliminaire, nous avons commencé la deuxième étape, la modélisation à l'échelle réelle, la modélisation de l'espace ergonomique. Ce sera une sorte de maquette. Il y aura une imitation du fond, du sol de la nacelle, à la même hauteur à laquelle le dirigeable a atterri. La nacelle est en effet surélevée par rapport au sol. Vous entrez dans un espace où il y a une marche en bois, des murs peints d'une couleur douce, des fenêtres grandes qui laissent entrer la lumière, des portes en bois massif, et ainsi de suite. En gros, une maquette rapide standard, mais avec une touche de charme. Pour vérifier toute l'ergonomie, il était nécessaire de repositionner rapidement les fenêtres au bon endroit, installer les sièges, déplacer les instruments de pilotage, simuler. C'est une étape nécessaire. Elle se déroule toujours et toujours de cette manière. Je pense que c'est sain et correct de procéder ainsi. Oui, ce processus est lancé et la maquette sera créée prochainement. Et parallèlement, dès que cela sera fait, ici, nous l'appelons en gros, en fait, comaquette, juste. Lorsque la comaquette sera créée, la fabrication de la maquette finale commencera immédiatement. C'est un modèle d'exposition, pour ainsi dire. Oui, dans laquelle il peut aussi venir, elle sera très proche, je ne peux pas dire exactement, mais proche de ce qui sera produit. Un concept, oui, concept car. On ne veut pas, bien sûr, comme beaucoup de concepts, qu'il ait l'air comme ça et ne jamais rouler. Non, pour l'instant, ils ne roulent pas, mais ils n'auront pas l'air bien pire par la suite. Cependant, ici, ce sera un peu différent. L'extérieur de la nacelle sera entièrement fait de composite. Les matrices qui seront fabriquées pour le modèle seront les matrices finales. C'est-à-dire qu'il sera visuellement parlant, son corps, en particulier la nacelle, ne changera pas, mais l'intérieur de la cabine pourrait ou pourrait ne pas changer considérablement. Changer. Ou peut-être pas. Ou peut-être juste un peu pas. Ce modèle préliminaire, en cours de développement et en évaluation, sera à l'Institut MAI, donc nous y irons constamment pendant le mois ou 2 à venir et nous réaliserons le modèle final chez Ruslan à Ljuberci. Y a-t-il déjà des délais? Une compréhension du modèle? Eh bien, l'ébauche sera faite dans environ 1 mois. Pourquoi en 1 mois, vous demandez? Ruslan dit, laissez-moi le rassembler chez moi en environ 1 semaine. Oui, mais Sergei Vladimirovitch Svinin est le principal exécutant de ces travaux chez nous pour la gondole. Il est camarade de classe de Dmitri Sergeyevitch Khmel, et en fait, ils ont terminé l'institut ensemble, ce qui est remarquable. Il a également participé à de nombreux travaux
Pas seulement dans l'aviation. En fait, les premiers électrobus qu'ils ont lancés à Moscou, ils les appelaient Loujok. Vous pouvez les chercher sur Google. En ce moment, actuellement, ils sont en train de modéliser un petit avion de passagers d'environ 19 places. Je ne me souviens pas vraiment. En gros, on va l'installer ici, discuter, échanger. On l'invitera. Son petit dirigeable? Oui. L'année dernière, il est fan de dirigeables. Je suis allé chez lui, il y avait des dirigeables en contreplaqué partout, des tableaux et tout ça, et lui-même est fan de ces formes plates aussi, pas des formes aérodynamiques classiques. Peut-être que je mettrai la vidéo dans le groupe sur Telegram. Il a fait une petite maquette avec une course minimale sur une telle trajectoire, juste peu de mètres, et elle décollait. Son petit dirigeable, je ne l'ai pas vu, ce n'est pas lui qui volait sur la vidéo. Petit, littéralement juste quelques mètres, disons 3, mais ils ont commencé à construire, il a commencé à construire un grand dirigeable de la même forme, c'était une lentille, mais allongée, pas encore ronde. Ils ont commencé à construire, et là-bas, il va me raconter cette histoire incroyable et fascinante. Elle est toujours là, oui, ils ont fabriqué l'enveloppe avec soin et précision. C'est-à-dire le processus. Non, c'est Sergueï Vladimirovitch qui a fabriqué l'enveloppe pour son dirigeable en forme de lentille. Déjà pour le grand, je ne me souviens pas de la taille. Il était assez énorme et beaucoup de travaux ont été réalisés dessus. Mais lors des essais, des incidents ont commencé et ensuite, en fait, nous entendrons de première main. Et je ne veux pas déformer cette histoire. Voilà, ils vont faire une telle maquette, et il dit « Ruslan, je peux aussi le faire en une semaine. Nous allons inviter le premier groupe de pilotes. L'un s'assiera et dira « Ici, j'ai besoin de voir, et là, ce n'est pas pratique. Alors mettons un écran ici, éclairons avec une lampe, ici, ça va refléter. Comment vais-je passer ici? Je veux que mon café puisse s'écouler quelque part. » Vous avez un porte-gobelet ici? Oui. Et il faut de toute façon amener toutes ces personnes, car la commission de maquette, qui va évaluer, même sur une maquette brute, cela suffira. Peu importe à quel point elle peut sembler esthétiquement peu attrayante visuellement. Mais cette maquette est suffisante pour la commission qui viendra et dira « Oui, d'accord, construisez, s'il vous plaît, nous l'autoriserons à voler. » Tout d'abord, certaines normes doivent être respectées et ensuite... Évidemment, nous avons un ensemble de normes prêtes. Par exemple, le passage d'urgence, voici la distance entre les sièges. Il y avait une question dans le chat des gars, comment les pilotes vont-ils entrer et sortir? Ils ont un accoudoir ici. Tout d'abord, il y avait peu d'espace sur le concept, nous l'avons élargi selon les normes. Il y a environ 380 à 380 cm, oui, pas moins, environ. Là-bas, tout est converti en pouces. Cela fait 382 mm de distance entre le siège et le passage d'urgence. Ici, il y avait un accoudoir qui, selon le concept, se déplace vers l'avant. Ils entrent facilement, généralement. Toutes ces subtilités doivent respecter les normes. Et ensuite, les souhaits des pilotes. Par exemple, un pilote viendra à la commission et dira « Je ne verrai pas à travers une telle fenêtre, je ne sais pas, le train d'atterrissage sous un tel angle, et je ne voudrais vraiment pas le voir. » Il viendrait et nous tourmenterait ensuite avec le dirigeable. C'est-à-dire qu'il donne déjà des recommandations basées sur son expérience. Évidemment. Le plus souvent, ce sont des souhaits, mais que peut-on y faire? Quand il viendra déjà en tant que membre de la commission, oui, en version finale, il s'assiera. Eh bien les gars, je vous l'avais dit, j'ai besoin d'une petite fenêtre ici. Oui. Et pour éviter cela, un modèle est créé, nous prenons de 1 à 2 mois pour cela. Mais 2 mois, c'est déjà pour la livraison. En 1 mois, nous allons maintenant convenir de toute l'ergonomie, et dans 1 mois, Sergueï, avec l'équipe, commencera à produire exactement le modèle 3D des pièces de la coque. Donc tout sera déjà précisément clair. En fait, sur le modèle, comme il y aura encore des canaux pour l'électricité, un canal pour les signaux, des conduits d'air, des climatiseurs, le chauffage, l'éclairage, toutes les communications techniques seront installées. Et le mois suivant, pour ainsi dire, en 1 mois supplémentaire, les modèles 3D seront remis à Ruslan pour la fabrication du modèle
avec les communications techniques nécessaires, en gros. Pour ensuite évaluer tout cela en détail sur place et comprendre si c'est vraiment possible, Ruslan fera en parallèle la modélisation et précisément compartiment moteur. Actuellement, les moteurs qui attendent d'être payés sont imprimés sur une imprimante 3D. Nous ne les payons pas encore, car nous en aurons besoin quelque part en été. Nous économisons un peu d'argent. Ce n'est pas l'achat le plus urgent ainsi. Oui, nous l'imprimons là-bas sur l'imprimante 3D, nous l'imprimons aussi. Ce mois-ci, nous réalisons entièrement la transmission pivotante avec tous les mécanismes nécessaires en veillant à chaque détail. Nous créons également une maquette détaillée du cadre de puissance autour de tous ces composants, en intégrant chaque élément avec soin. Nous intégrons conditionnellement l'un dans l'autre et nous comprenons déjà s'il est possible d'accéder aux bougies d'allumage conditionnellement. C'est une exigence officielle pour qu'il y ait 2 bougies là-bas pour l'entretien technique. Il y a beaucoup de choses. En gros, dans les 2 mois à partir d'aujourd'hui, nous devons assembler déjà environ 2 de ces maquettes à peu près, et quelques maquettes. Plus précisément, une maquette est déjà assemblée, approuvée. Tout est en ordre. Et les plans pour la 2e ont déjà été délivrés. Conditionnellement, le sol avec les passages nécessaires, les communications, l'épaisseur des murs et les détails, et ainsi de suite, etc. Et Ruslan produit tout cela et assemble chez lui une maquette finale agréable, j'espère. Oui, pour ce processus spécifique, nous avons déjà acheté et effectivement déjà livré. Aujourd'hui, Russ est en train de décharger une grande et imposante fraiseuse portique pour fraiser le moule. Ainsi, cela s'est fait rapidement en 3 jours. Génial. Choisi, payé, arrivé. C'est vraiment super et impressionnant. Je suis informé qu'ils ont non seulement acheté, mais aussi soigneusement sélectionné l'enveloppe pour le projet innovant et ambitieux intitulé Nova 2. Le prix a été convenu, comme convenu. Les fonds ont été envoyés avec succès dans le pays où elles se trouvent, en toute sécurité. Tout est en ordre, sans problème. Nous attendons la livraison là-bas, comme prévu. On ne peut pas tout divulguer, mais en général, tout va bien. Dans ce domaine, le travail avance aussi. Eh bien oui, comme je l'ai dit, cela a été acheté, pas acheté. Ils ont tout envoyé gratuitement, en fait, pas seulement de Chine, mais aussi de Russie, de Taïwan. Ces différents échantillons d'enveloppes, nous avons tout au DKBA, nous avons un accord de coopération avec le DKBA. En gros, ils nous aident, et nous les aidons. Et ils ont testé tout cela, et nous avons choisi un tissu spécifique. Il y a quelques petites difficultés, je vais l'appeler ainsi, pour l'acquisition de ce tissu par des étrangers, d'autres pays, des entreprises étrangères. C'est pourquoi nous rachetons actuellement ce tissu avec notre entreprise dans ce pays, puis nous organisons la logistique. Et pour l'instant, l'argent, pour ainsi dire, est venu de Russie uniquement là-bas, dans notre entreprise, et là-bas, tout est déjà fait. Les contrats sont signés, nous attendons des informations sur les tarifs et l'envoi d'argent. Les difficultés persistent. Des petits détails supplémentaires sur les tâches de la vie sous sanction, oui. Anticipant la question concernant les commentaires, et qu'en est-il des enveloppes russes Talit? Actuellement, environ 3 entreprises, qui sont spécialisées dans ce domaine, ont probablement déjà reçu le cahier des charges détaillé et nous préparent actuellement une réponse justifiée sur la possibilité réelle et concrète de fabriquer de tels matériaux innovants et spécifiques ici. Certains ont été surpris, se demandant pourquoi des capacités puissantes étaient nécessaires. D'autres ont dit « pas de problème, nous le ferons », et d'autres encore ont dit « je fais déjà cela, mais la largeur est étroite, il faut que ce soit large. À l'avenir, ce sera russe. » À l'avenir, nous sommes en train de formuler les exigences pour un nouveau matériau. Il y a une compréhension approximative de la base nécessaire, du remplissage requis, du tissage de cette base, du nombre de couches, de la direction, de la résistance et de la rigidité. En gros, un matériau nécessaire a été développé de manière conditionnelle qui doit être produit, et c'est précisément lui qui a été soumis aux exigences de la construction. Il n'est pas difficile d'appeler cela une construction sur un tissu, mais là, c'est vraiment une construction. Elle est arrivée dans les entreprises russes. Quelqu'un dira « oui, on le fera ». Eh bien, dans la meilleure des perspectives, établir notre propre production de ces enveloppes.
Ce serait bien sûr idéal, mais probablement pas en ce qui concerne l'établissement de notre propre production d'enveloppes. Il n'est pas souhaitable de produire le tissu nous-mêmes. Oui, parce que l'entreprise qui produit le tissu ne doit pas s'arrêter, elle doit produire ce tissu en quantité infinie. Au début, nous n'avons pas une telle échelle. Si quelqu'un pouvait nous fabriquer un lot suffisamment grand, puis se consacrer à ses propres tissus, ce serait excellent. Mais fabriquer nos propres enveloppes nous-mêmes, bien sûr, nous le faisons, et nous avons terminé le processus de sélection de l'équipement. Nous avons déjà sélectionné tout l'équipement nécessaire pour l'atelier de fabrication d'enveloppes de toutes sortes. Et Nova 1, bien sûr, et Nova 2, et Nova 8. Facilement et classique et non classique. Et tout le reste, comme les ballons importés, si quelqu'un en a besoin, ou les sondes stratosphériques, s'il vous plaît. Tout cela devra être déployé avant l'été, tout cela certainement. Et bien sûr l'acheter, absolument. Le prix n'est pas très élevé, en effet. Je peux même le mentionner, en fait, vraiment. Pour l'équipement lui-même? Oui, en fait, tout l'équipement nécessaire coûtera moins cher que de payer quelqu'un pour fabriquer l'enveloppe Nova 2. Alors évidemment, bien sûr, il faut s'en occuper soi-même. Oui, heureusement, il y a des spécialistes qui peuvent choisir l'équipement et savent comment l'utiliser, et l'équipe est expérimentée. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a actuellement une petite difficulté ou un défi pour l'entreprise, c'est de décider de l'emplacement du terrain pour cette production même, parce que près de Moscou, c'est très cher. Loin de Moscou, il n'est pas particulièrement pratique pour nos employés et ingénieurs de s'y rendre en effet constamment, donc il faut trouver ce juste milieu et l'équipe est en train de résoudre cette question en permanence. Et elle est toujours encore ouverte. La question est ouverte, c'est exact. Nous visitons certains sites. Pour le moment, il nous conviendrait. Dans l'ensemble, ce serait bien de terminer ce que nous avons commencé et nous sommes actuellement en attente d'une passe pour que le ballon nous parvienne. D'ici la fin du mois, nous attendons une décision concernant l'aérodrome que nous aimerions vraiment acquérir. Si la décision est positive et que nous concluons l'affaire, nous organiserons la production de coques directement là-bas, dans ce même pneumatique que nous achèterons immédiatement pour cet aérodrome. Et d'ici l'été, le fait qu'il soit un peu éloigné ne posera absolument aucun problème. Eh bien, compte tenu des prix que nous avons vus là-bas, on peut en principe s'en passer pendant un certain temps, au moins. Oui, à l'avenir, lors de la mise en place d'une production en série de ces coques, il est possible de la déplacer plus près et de dépenser pour des espaces, car elle s'autofinancera déjà un tel processus. Mais pour l'instant, en tant que travaux expérimentaux rapides, avoir l'équipe de fabricants directement sur le terrain est certainement bien mieux. Et dans l'ensemble, absolument tout le monde est prêt, tout le monde est d'accord. C'est super agréable à entendre. Les travaux sur les prochains dirigeables d'autres types se poursuivent également en parallèle autant que je sache. J'ai au moins entendu des discussions sur le cadre pour le Nova 35 concernant le Nova 8. Soit je l'ai manqué, soit il y a aussi quelque chose à dire. La conception détaillée et complète du Nova 8 a été formulée, présentée en profondeur, critiquée par des experts reconnus dans le domaine et soigneusement améliorée, puis envoyée pour des calculs aérodynamiques et autres analyses approfondies. Parce que le Nova 8 a déjà un petit degré d'hybridité. Même les dirigeables classiques Nova 8, comme le Nova 2, qui est actuellement fabriqué de manière classique, il est tout de même préférable de les doter de fonctions hybrides, de capacités hybrides. Hybride, en bref, en résumé. Juste un petit degré d'hybridation, pas comme chez Dmitri Sergeyevitch Kmel. Cela a été confié précisément au calcul des aérodynamiciens. Nous attendons les dynamiques et le Nova 35, oui, en effet. Vadim Vassilievitch a dit
Eh bien, puisque nous avançons si rapidement vers de grands appareils, je peux proposer une conception. Merci. Proposer la conception, dit-il. J'ai été le premier à proposer à plusieurs reprises ma conception de dirigeable rigide avec soin. Ah, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne le ferai pas. Eh bien, je sais au moins avec certitude que le travail dans cette direction est également déjà en cours et... Cela a donné une structure ultra légère. Oui, selon l'évaluation préliminaire, elle sera plusieurs fois plus légère que la structure que Sergey Brin réalise actuellement. Bien qu'elle soit principalement composée de tubes en carbone, oui, il y a une solution astucieuse. Tandis que Sergey Brin utilise uniquement des tubes, ici, il y a aussi la tension de l'enveloppe elle-même, sous une légère pression, une solution intéressante. Les calculateurs ont dit que cela fonctionnerait à 100%, sans aucun doute, et avec une grande certitude. La construction de ce squelette complexe et innovant a maintenant commencé pour le transmettre pour des calculs précis et détaillés, afin de comprendre en gros et en détail comment optimiser l'épaisseur de ces tubes pour une efficacité maximale. Je sais même qu'il est prévu de réaliser une copie à grande échelle, soit de la structure entière du dirigeable, soit de quelques sections, d'après ce que j'ai compris. Oui, il a été enthousiasmé par cette idée et a dit « Faisons un petit modèle ». Pourquoi pas? Alors, peut-être? La maquette, elle volera probablement. Pourquoi pas, elle se soulèvera sûrement. Mais un dirigeable rigide, de type rigide, n'est efficace qu'à une certaine taille, car la structure elle-même a un poids. Si l'enveloppe peut remplir les mêmes fonctions, pourquoi avoir une structure? Ici, il me semble, du point de vue de la vérification de ses caractéristiques de résistance. Quelque chose comme ça, on peut valider le modèle de calcul avec une précision suffisante dans l'ensemble. L'essentiel est de ne pas se détourner de la construction de Nova 2. C'est vraiment génial qu'il travaille déjà dans cette direction aussi, car le projet Nova 35 est un projet assez grand. Il y aura sûrement encore des difficultés à rencontrer, et il vaut mieux connaître à l'avance les problèmes sur lesquels il faut travailler. Nova 35 est un projet énorme. Pour lequel nous sommes déjà en train de nous préparer, à petits pas. Le premier millimètre du chemin, oui, de plusieurs kilomètres, est fait. Pour Nova 35, il est clair qu'il faut choisir la construction. Formuler le bon processus technologique, en gros, tout cela ensemble, et la construction, et l'assemblage, et la production, c'est quand même la base où tout cela se fait. Pour Nova 2, pour Nova 8, nous pouvons encore jongler avec divers éléments. Pour Nova 2 avec un hangar standard. Pour Nova 8, eh bien, il y a un endroit où on peut le faire, même à Kirzach, si vraiment c'est absolument nécessaire. Nous pourrons même y accéder avec lui, en quelque sorte. Comme l'a dit Vadim, c'est très difficile, c'est très étroit. Donc, pour Nova 35, c'est déjà impossible. Et là, il faut créer une base. Pour la base, il faut du terrain. Et bien sûr, élaborer le concept de Nova 35, l'approuver, ce sera un pas très important. Et ensuite, concevoir le hangar et le construire, comme vous le savez. Il sera probablement déjà non pneumatique, ou est-ce que c'est toujours envisagé? Les fabricants de hangars disent « Et alors, quel sera le plus grand à tenir ?» Oui, et nous le ferons pour lui. En principe, oui. Eh bien, en fait, il y aura du temps pour évaluer l'efficacité. Il est tout à fait probable que nous ferons certainement un hangar pneumatique pour cela, s'ils confirment absolument que c'est en effet possible. Et un hangar pneumatique sera très probablement nécessaire. Par exemple, si nous voulons conditionnellement nous baser sur le Nova 35, quelque part là-bas, dans le nord ou ailleurs, un espace extérieur est nécessaire pour une construction rapide pour l'entretien et la réparation. Bien que nous écrivions stationnement extérieur, stockage extérieur, il est nécessaire d'avoir un endroit pour travailler dessus, se protéger du vent et de la pluie,
Et pour chaque entreprise de construction, il est possible de faire un cadre de telle dimension. Il sera certainement là, si c'est possible. Mais le fait que nous allons construire des bâtiments permanents, nous allons construire des entreprises pour la production. Là, il faut quelque chose de solide. C'est fondamentalement le concept, c'est essentiellement la question. Je suis d'accord. Eh bien, je sais qu'il y a encore beaucoup de petites nouvelles dans l'entreprise, bien que je ne sache pas à quel point elles sont petites. Nous avons un nouveau imprimante ici, pour l'impression 3D, extrêmement rapide, avec une vitesse de 300 mètres par minute. Comparé aux autres, c'est vraiment suffisant. Ça avance vite. Oui, surprenant de voir la rapidité de l'évolution technologique. Espérons-le pour les dirigeables. Quand je travaillais avec des imprimantes 3D dans le laboratoire, il y a quelques années, je ne pouvais même pas rêver que des caméras avec intelligence artificielle seraient déjà intégrées dans l'imprimante, avec des capteurs qui surveillent l'état de la pièce, et si quelque chose ne va pas pendant l'impression, ils analysent eux-mêmes, s'arrêtent ou ne s'arrêtent pas, et ils coûteront moins cher qu'un téléphone Huawei. Si auparavant une imprimante avait une zone d'impression de 300 sur 300, elle coûtait 300. Maintenant, pour 300 sur 300, c'est environ 1080 roubles. Cela joue sans aucun doute en notre faveur dans notre activité. Alors pourquoi avoir une imprimante? Nous avons apporté toutes les nôtres, bourdonnent et fonctionnent. Sergueï et Alexandre ont déjà commencé à imprimer, à concevoir et à imprimer des unités aérogazeuses pour Nova 2. Puisque nous prévoyons de commencer à souder l'enveloppe cet été, d'ici l'été, nous devrions avoir les ventilateurs, les vannes et tout le reste testé. Nous avons commencé à imprimer, y compris sur la nouvelle imprimante. C'est formidable. Cela accélère considérablement le travail de toute l'équipe et rapproche de ses objectifs. Il me semble que nous avons annoncé toutes les nouvelles principales. La seule chose que je peux dire, c'est qu'hier, il me semble, j'étais à l'exposition Composite Expo avec Vadim Vassilievitch. Nous y sommes allés. Nous avons parcouru toute l'exposition, cherchant des solutions intéressantes dans les matériaux composites, les matériaux polymères, qui pourraient être utilisés dans nos dirigeables, dans notre activité. Nous avons également trouvé des contacts intéressants là-bas. Vadim Vassilievitch va découvrir cela et il est probable que nous trouvions aussi des solutions intéressantes si elles existent sur le marché. Vadim Vassilievitch a dit que personne n'a inventé quelque chose de nouveau. Nous restons à l'affût. Toutes les solutions sont connues depuis longtemps, et ce sont celles-là que nous prenons en compte maintenant. L'exposition était plus intéressante pour Ruslan, car en gros, ils y exposaient principalement de l'équipement. Il était impossible de suivre Ruslan, il est comme un tank. Je t'ai raconté, il va aux expositions, entre, ne voit rien de nouveau et repart. Néanmoins, il est reparti avec un paquet, m'a donné à tenir 4 kilos de brochures. Parce qu'il y avait des machines qui peuvent tresser, qui peuvent enrouler, des fours. Les fours soient considérés comme la chose la plus banale qui soit, tellement de fours ont déjà été modifiés. Ils cuisent des pales d'hélicoptères dans leurs fours, et ils ont aussi fabriqué des fours pour d'autres. Mais là, créer des structures tressées, les durcir, intéressant, qui là-bas, comme Ruslan achète une machine, la démonte, en assemble deux, la deuxième déjà modernisée. La méthode ne changera sûrement pas. Alors, je propose peut-être de passer aux questions. Peut-être que quelqu'un nous écrit et en principe, on pourrait même conclure. D'accord, je peux jeter un œil sur Vcontact. Ah, tu as aussi envoyé depuis Contact? D'accord, je vois. Juste un tout petit moment, une seconde. Alors, depuis Vcontact, bonjour. Comment votre client principal SFC, RPC, GBC a-t-il réagi au lancement du stratosphérique? Avez-vous déjà retrouvé la charge utile tombée? Nous n'avons pas trouvé la charge utile. Tout le monde a réagi joyeusement au lancement.
Tout d'abord, oui, nous avons informé tout le monde que c'était précisément un test de l'enveloppe porteuse elle-même, principalement pour la fuite d'hélium. Le fait que cela ait duré 4 jours, c'était aussi en fait un test du système de maintien de l'altitude. C'est précisément là qu'il y a eu une défaillance. Le fait que l'enveloppe n'ait pas duré 4 jours, mais 3,6 jours, est suffisant pour déclarer « oui, les tests sont réussis ». Donc, en général, tout le monde est content et attend les prochaines expériences sur le maintien de l'altitude. Passons au suivant. Fedor et Gennady, chers collègues, je vous salue. Quelle est la rentabilité financière de la production des enveloppes? Cette enveloppe peut-elle supporter de grands dirigeables de 40 tonnes, par exemple? La production même des enveloppes, celle que nous avons actuellement mise en place, notamment le parc de machines, ainsi que quelques outils supplémentaires essentiels pour garantir une optimisation efficace. Tout cela, y compris la climatisation, revient à environ 10 millions de roubles. C'est si l'on considère l'équipement chinois, approximativement. Si l'on considère l'équipement polonais ou italien, cela revient plus cher, environ 2 fois plus, mais ce ne sont toujours pas les sommes que demanderait quelqu'un qui se chargerait de la soudure. Et nous ne laisserions personne souder le Nova 2, car même si quelqu'un disait qu'il s'en chargerait, nous ferions quand même la soudure en réalité, simplement parce qu'il a l'équipement. Et concernant les 40 tonnes, c'est une question plutôt théorique. Est-il possible de fabriquer un dirigeable souple de 40 tonnes qui aurait une capacité de charge de 40 tonnes? En réalité, c'est possible. Avec les matériaux modernes, il est possible de le réaliser, mais c'est risqué. Oui, il pourrait effectivement soulever la charge, mais la question se poserait alors sur l'exploitation. Combien de temps il pourrait durer en général? Alors, la question suivante. De quel matériau sera fabriquée la nacelle du dirigeable? Et aussi, probablement une enveloppe entièrement souple ne soit pas réalisable, il y aura des ceintures de renfort. On voudra les faire en fibre de carbone, donc ce sera un mélange, mais en réalité, il sera souple, oui. Alors, je répète la question. De quel matériau est la nacelle du dirigeable? On n'a pas précisé de quel dirigeable c'est. Nova 2 probablement. En fibre de carbone de haute qualité, ce sera en fibre de carbone. Bonjour. Quelle est la vitesse de croisière théorique possible pour les différents dirigeables des aéronautes? Pour les dirigeables qui volent près du sol, appelons-les dirigeables suborbitaux. Là, 100-150 km/h, c'est tout à fait faisable. Pour ceux de moyenne altitude, à 5-6 km, on peut aller 2 fois plus vite, jusqu'à 300 km/h, envisager quelque chose comme ça. Pour les dirigeables de haute altitude, s'ils volent avec le courant stratosphérique, ils peuvent être très rapides, mais c'est un tout autre niveau de technologie. Pour l'instant, en ce moment, les plus proches, à basse altitude, c'est environ 100-150 km/h. Plus le dirigeable est très grand, plus il volera habituellement vite, donc en général, nous verrons. Donc, s'il y a tant de clients pour les dirigeables stratosphériques, cela signifie-t-il que vous allez les produire en série, en flux continu? Pour l'instant, en effet, tous les clients sont très intéressés par la réalisation d'expériences conjointes et collaboratives, car chacun doit effectuer un travail utile en utilisant de manière significative les capacités de cet appareil innovant. En gros, monter à une telle altitude et soit rester quelque part, soit circuler, etc. Et en cas de succès de l'expérience, si leur charge utile est opérationnelle et effectue un travail utile, alors oui, le commerce suivra et bien sûr, il faudra certainement créer un flux de manière significative. D'autant plus si nous pouvons le faire et qu'il y a une demande pour cela. Bien sûr. Après le lancement et les tests de Nova 01, tous les calculs pour Nova 2, Nova 8, etc. seront-ils, par exemple, recalculés et ajustés? Évidemment, avec l'acquisition de nouvelles expériences, tout sera certainement précisé. C'est pour cela qu'il est fait, pour que... Oui, heureusement, ce n'est pas la première expérience de cette équipe, c'est déjà le énième dirigeable, donc tout sera certainement
beaucoup plus précis dès le premier essai que cela aurait pu être. Alors, Nova 32 est-il comparable en grandeur à l'IL 76? Non, pas encore, mais il aura l'air incroyablement imposant. Ce sera un véritable grand vaisseau aérien sur lequel on pourrait, je ne sais pas, installer toute une expédition. Au pôle Nord avec des laboratoires, des bureaux, des chambres et des équipements. Partir en motoneige depuis celui-ci. Ce sera véritablement une chose énorme. Probablement, en général, d'après les sensations, oui, mais avant le 76e, je ferai encore quelque chose de plus. Mais en général, oui, les gars, un dirigeable qui pourra soulever là de manière imposante, vraiment imposante, en fait imposante. Au minimum, ce sera certainement tout aussi grandiose. Eh bien oui, ils accrocheront sûrement une plaque pour le concepteur en chef sur le bâtiment. Certainement. Alors, prévoyez-vous d'utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour l'apprentissage de la gestion automatique des drones? Bien sûr, et pas seulement pour les drones, tout cela est déjà intégré dans le pilote automatique et est actuellement mis en œuvre sur le nouveau Nova 01. Certainement, de manière significative et sans aucun doute. L'intelligence artificielle et les programmeurs évitent ce terme, et nos collègues disent que ce sont les mêmes algorithmes. Quelle intelligence est-ce? Simplement parce que nous avons appris à l'optimiser avec certaines méthodes, d'accord. Base de données, essentielle. Parfois, il est réellement plus simple d'écrire soi-même un algorithme bien vérifié, car en fait, un réseau neuronal peut halluciner un algorithme similaire, mais tu pourrais et potentiellement ignorer certains pièges. Oui, elle n'est pas toujours bonne, mais dans certains cas, elle est naturellement indispensable, comme en vision par ordinateur et autres. C'est-à-dire, elle sera certainement là, elle est déjà là et continuera à s'intégrer. Oui, de toute façon, les solutions modernes seront certainement appliquées sans aucun doute et sans hésitation. Alors, passons doucement à YouTube. J'ai une question. Où allez-vous vous procurer de l'hélium et sous quelle forme? À Moscou, il y a une production d'hélium, mais il est comprimé dans des bouteilles. Allez-vous transporter des bouteilles ou organiser votre propre production? Il existe des entreprises hautement spécialisées qui remplissent de grandes quantités d'hélium et autres gaz ainsi que de ballons jusqu'aux vaisseaux spatiaux. Nous allons très probablement collaborer avec elles, car nous pensons que transporter de l'hélium en telle quantité par nous-mêmes n'a vraiment aucun sens pour les très grands dirigeables. Pour le petit Nova 01, il suffira de prendre quelques petites bouteilles et d'utiliser des raccords, et peut-être même quelques raccords supplémentaires pour les relier. C'est une tâche très facilement résolue, et donc des entreprises spécialisées dans ce domaine particulier. Tout, les bouteilles y seront plus grandes. Il y a une citerne, en fait un circuit spécial. Ce n'est vraiment pas simple du tout. Très complexe. Deuxièmement, les prix seront plus attractifs pour le volume. Évidemment. En général, nous avons vraiment de tels puits dans notre pays, donc on peut se ravitailler directement. Là-bas, bien sûr, il n'y a pas que de l'hélium, il y a aussi beaucoup de gaz associés, mais ils sont tous plus légers que l'air. Voler direct comme ça? Ici, je ne sais pas à quel point c'est une question, c'est probablement juste une suggestion ou une idée, messieurs. Je vous propose un dirigeable catamaran. 2 ballons sur les côtés, une gondole entre eux, légèrement en dessous, pour que les gens puissent admirer non seulement la Terre, mais aussi l'espace, le ciel nocturne. Imaginez comment on pourrait, par exemple, piloter une telle structure. Cela conviendrait également pour des drones cargo. Encore une idée. Excellente idée, nous notons cela. Si vous faites une recherche Google, vous trouverez immédiatement des images de dirigeables catamarans. Plusieurs designers différents les ont déjà dessinés de manière créative. Je suis en faveur de toutes sortes de concepts. Catamarans, dirigeables verticaux et innovantes. On peut imaginer toutes sortes de choses? Oui. Mais d'abord, ce qui vole vraiment, ce qui fonctionne vraiment. Les expériences. Un peu plus tard, quand l'entreprise aura déjà acquis des capacités, et bien sûr sera déjà rentable, en autofinancement, évidemment. Là, on pourra expérimenter un peu plus. D'abord, Mieux vaut commencer. ce n'est pas souhaitable. Mais regarde,
C'est aussi une bonne question. À quel point faut-il se plonger dans cet avenir, s'asseoir et fantasmer? À quel point est-ce nécessaire? Beaucoup d'entreprises font ainsi, comme celles qui conçoivent des dirigeables catamarans. Quelqu'un s'est assis et a commencé à les concevoir. Oui, mais en réalité, l'économie et les affaires ont besoin de solutions ascétiques, efficaces, économiques. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Pour cela, la méthode classique, construire et assembler le plus rapidement et le moins cher possible, et il est logique de suivre d'abord ce chemin étape par étape. Il y a moins de risques, et il y a beaucoup plus de chances que cela fonctionne et réussisse. Mais je suis un partisan de délire concernant les dirigeables et le futurisme. Si vous saviez combien j'en ai dans la tête. Heureusement, je reste bouche fermée pour ne pas éclater de rire. Chaque chose en son temps. Alors, dites-moi, quand les parts des dirigeables commenceront-elles à s'afficher dans le compte personnel? Ici, ce n'est probablement pas tout à fait l'endroit approprié. C'est une question pour Sergei Shevchenko. S'il entend, regarde, réponds, s'il te plaît. Alors, avançons. L'entreprise va-t-elle continuer à se développer avec ses bénéfices considérables et croissants? C'est-à-dire qu'elle a gagné 200 millions de dollars américains, qu'elle a réparti en une somme colossale équivalente à 100 milliards d'unités, ou parts. Ainsi, les parts qui appartiennent aux investisseurs ont reçu des dividendes, et celles qui appartiennent à l'équipe Aeronova ont été envoyées pour le développement de l'entreprise. Donc oui, en effet, tous les processus de répartition des bénéfices sont des méthodes classiques et, bien sûr, bien établies. En général, je pense que le projet de dirigeable sera capable d'assurer à la fois son développement et de maintenir une bonne humeur chez les investisseurs. Ce qui est important, alors bonjour à tous, combien de parts au total est-il prévu de vendre? Si je ne me trompe pas, il y en a 50 milliards en tout, il me semble, où 50 milliards sont mis en vente. Clarifions cela ensemble, sans aucun doute, nos chers collègues nous aideront dans le chat à ce sujet. Alors, et la dernière question, si rien d'autre n'a été ajouté, Nova 1, Nova 01, à quelle distance de la Terre peut-elle être contrôlée, je suppose, à distance? Eh bien, jusqu'à 1 kilomètre de hauteur. Mais si vous y avez une barbe connectée, il ne pourra pas. Non, non. La portée, selon les systèmes, il y aura plusieurs systèmes, bien sûr, redondants, dont l'un est le 4G. En général, partout où il y a un réseau 4G, tu pourras le contrôler facilement, mais il n'est pas vraiment nécessaire de le contrôler, car il sera sans pilote, optionnellement piloté depuis une station au sol. En gros, il vole, accomplit sa mission. Si le 4G disparaît quelque part, il ne dévie pas de sa trajectoire, il continue de voler, l'automatique à bord résout toutes les tâches. Le 4G est revenu, réapparu via ce canal, et pour le deuxième canal de communication, il s'agit de centaines de kilomètres. Ce n'est pas un canal de transmission de données très large, mais il est tout à fait suffisant pour la collecte de toute la télémétrie et le contrôle nécessaire de cet appareil. Bien que la bande passante ne soit pas immense, elle permet de gérer efficacement toutes les informations cruciales et les commandes essentielles. Ainsi, même à une distance considérable, tant que le réseau 4G reste disponible et ininterrompu, cet appareil peut continuer à fonctionner et à voler sans problème. D'accord, super, mais il semble que nous ayons terminé avec les questions. Il n'y en a pas de nouvelles. Il y a une chance, ici on demande si la charge utile tombée du stratosphérique sera retrouvée. Nous avons ri avec les gars en regardant, oui, la zone de sa chute et les routes maritimes de divers navires là-bas. En gros, c'est tombé là où très peu de gens passent, mais il y a bien sûr une chance. S'ils le voient, ils le prendront certainement, car c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des numéros et des instructions écrits en anglais, que tout le monde comprend. En effet, ils en informeront certainement sûrement. Eh bien, s'ils n'informent pas, ils le donneront à la sécurité, qui appellera et demandera « Qui êtes-vous » Alors nous le saurons. Que faites-vous ici, en fait? Important est de vite choisir la langue on vous a posé la question, et d'essayer de répondre dans la même langue.
Alors, bon, s'il n'y a pas de questions, en principe notre webinaire dure presque 1h30. Je pense qu'on peut conclure. Eh bien, un webinaire de 2 heures, c'est... Oui, c'est bien. D'accord. Oui, super. Pour une première fois, c'est excellent. Mienne. Bien que non, c'est déjà la deuxième. La première était un test, ça ne compte pas. Alors, les amis, n'hésitez pas à être actifs, partagez la diffusion, laissez des commentaires, écrivez ce que vous avez aimé ou pas. Et nous essaierons... Non, nous nous verrons la semaine prochaine. Jeudi. Dans une semaine, toutes les 2 semaines, oui, nous voulons certainement venir avec des nouvelles. Et une des nouvelles, c'est 2 jeunes gentlemen hommes qui sont actuellement hors champ et donc pas visibles à l'écran pour le moment, l'un plus que l'autre. Nous nous réjouirons très bientôt avec un très grand film documentaire sur la stratosphère. Alors nous attendons sa sortie. Je vois un visage heureux. Alors, merci d'avoir rejoint la diffusion, d'avoir pris le temps. Au revoir, à bientôt. C'est tout, merci à tous. Solar Group présente. Autrefois, c'était vraiment un magnifique rêve. Un rêve de ciel, de vol libre, de voyages et aventures autour du monde. Et nous l'avons réalisé avec succès et détermination dans notre projet. Mais qu'est-ce que cela a nécessité exactement? Nos rêves sont devenus nos objectifs et aspirations. Nos intentions sont certainement devenues nos plans. Nos idées se transforment en feuilles de route et ensuite en technologie de production. Notre calendrier est planifié pour des années à venir. Développement et construction, composants et matériaux, fabrication de modèles et réalisation de tests. Du rêve, nous allons enfin au résultat. Parcours ce chemin avec nous et explorer chaque étape de cette aventure incroyable. Solar Group présente le projet de dirigeable de nouvelle génération. Nous avons choisi la meilleure façon de prédire l'avenir. Le créer avec vous. Solar Group présente avec une immense fierté. Autrefois, c'était un rêve. Un rêve de ciel, de vol libre, de voyage autour du monde. Et nous l'avons.